Alors, il y a 30 ans, enfin quand j'avais 30 ans, ça aurait été très facile, j'étais sûr de tout. 40 ans, j'ai eu quelques doutes, 50 ans encore un peu plus, aujourd'hui je suis carrément mal à l'aise. Je me demande si c'est encore légitime de parler quand on est pré-retraité grand-père, mais bon, puisque je suis là maintenant, j'y vais. Mais je ne vais pas parler en mon nom, je vais inviter une quinzaine d'orateurs avec moi, comme ça si c'est mauvais, ils partageront avec moi aussi la catastrophe. Je ne veux pas faire un cours, une leçon, je voudrais simplement faire un partage d'expérience, et après, tout simplement, on pourra encore partager aussi après. Ça fait 100 hivers que je te mets. J'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? J'ai encore toute ma tête, elle est remplie de souvenirs, de gens que j'ai vu naître, puis que j'ai vu mourir. On va pas l'écouter en entier, hein, mais je tombe de sommeil, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort? Qu'est-ce que je n'ai pas fini, qu'il faut que je finisse? C'est vrai que j'attends la mort, pas que je sois morbide, mais j'ai 100 ans dans le corps, et je suis encore lucide. Je suis avide, mais il n'y a plus rien à mordre. D'où un peu en écho le titre de ma communication. Alors, âgés, on l'est tous. Hein, on est toujours âgés. On est âgé de 10 ans, on est âgé de 20 ans, on est âgé de 30 ans, 40 ans, de 60 ans, 100, plus si affinité. Et si on s'en référait à la définition classique de la gériatrie, ben, mes pauvres amis, la moitié de notre vie, on serait des personnes âgées. Bon, c'est peut-être pas si grave que ça, d'ailleurs. Mais, vous voyez, la pyramide des âges, dès 50 ans, hop, on descend. Hein. Ça, c'est notre société qui voit les choses comme ça. Quand on parle de personnes âgées, de vieux, on n'entend pas rarement sages, à respecter, etc. On entend gâteux, dépendant, qui sent mauvais, grabataire, chiant, qui coûte cher, dément, et j'en passe, etc. On pourrait rajouter pauvre, isolé, breton, non, les maghrébins, ça fait pire. Mais bon, voilà. Oui, nous sommes tous âgés, effectivement. Mais du coup, la question, c'est, est-ce que ça vaut le coup de vivre encore quand on a 90 ans, 95 ans, qu'on a perdu tout ou partie de son autonomie physique, psychique, sociale, familiale? Mais qui c'est qui se pose cette question? Rarement les malades, très rarement les malades. Hein. Par contre, les familles, les soignants, aujourd'hui les politiques, les économistes, hein, parce que quand même la santé c'est ça, aujourd'hui il faut voir que ça coûte pas cher. Hein. Ben, eux se la posent cette question. Et leurs réponses sont variées, mais rarement dans ce qu'on aimerait bien entendre. Hein. C'est rarement sagesse, richesse, ça c'est dans d'autres cultures. Chez nous c'est légumes, plantes vertes, gouffre économique, et j'en passe. Hein. Pourtant, et là les orateurs de ce matin ont déjà bien insisté sur le sujet, est-ce qu'on serait moins humain, moins digne de vivre parce que physiquement, psychiquement diminué? Est-ce que dans vous avez des plantes vertes comme ça? Rassurez-vous, c'est un montage. Hein. Et Varie, j'ai une plante verte, t'as pas un lit? J'ai dit, ben, du coup, t'es pas chez Jardiland. Hein. Bon. Alors d'autres pensent autrement, et grâce notamment à Vincent Morel, qui est aussi dans la salle, je ne sais pas trop où il est, mais dans la salle. Donc il y a eu le congrès qu'il a bien organisé, donc le congrès francophone à Lyon l'année dernière, et qui était sur un congrès francophone, et donc on s'était ouvert entre autres aux autres cultures, et j'avais animé un atelier où il y avait entre autres un gériatre tunisien, Yeb Gariani, que j'avais demandé de traiter le sujet « Mourir âgé, privilège ou fardeau ?» Parce que moi, je me disais, dans votre culture, etc., c'est forcément autrement. Oui, on peut le dire autrement, mais il m'a dit que c'était pas si autrement que ça. Hein. Bon. Alors, je reprends quand même quelques notions par rapport à l'influence de la culture, de la religion, de la spiritualité. Il nous disait, le vieillissement est pour certains synonyme de catastrophe, d'un long adieu à la vie, pour d'autres un couronnement de la plénitude d'une étape de l'existence, une entrée plaisante dans une nouvelle phase, affranchie de l'ardeur et de la violence de certains plaisirs, et orienté vers l'épuration spirituelle et les agréments de la sagesse. Et c'est vrai que même nous, que ce soit en Bretagne, en Lorraine, en France, etc., on doit de plus en plus tenir compte de la culture, de la religion, de la spiritualité. On n'est pas tellement formé à ça. Hein. On en parle, mais est-ce qu'on le fait? D'autres nous rappellent que la vie n'est pas forcément un cadeau, pas toujours, est plutôt un prêt. Et donc, Éric Manuel Schmitt, je dis, j'ai lu beaucoup grâce à Marie-Noël. Donc, du coup, je donne plein de choses comme ça qui ne sont pas de moi, mais que je trouvais très belles et puis aidantes de la réflexion.
Et il nous dit dans sa pièce bien connue, Oscar et la Dame en rose, « J'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie est un drôle de cadeau. Au départ, on le surestime, on le trouve pourri, trop court. Enfin, on se rend compte que ce n'est pas un cadeau, mais un prêt. Plus l'on vieillit, plus il faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. On doit devenir artiste, raffiné. N'importe quel crétin peut jouir de la vie à 20 ans. Mais quand on ne peut plus bouger, il faut user de son intelligence. » Alors, on a vu, ce n'est pas tellement évident de définir la vieillesse, c'est déjà un peu hasardeux, mais ça l'est encore bien plus, et les orateurs du matin nous l'ont bien montré, que définir la fin de vie, là, c'était franchement pas facile. Un diagnostic peut être clair. Vous avez un cancer, il est généralisé, on n'a plus de traitement curatif, ok, on peut évoquer cette incurabilité. Par contre, la durée de la fin de vie, la plupart du temps, on se trompe. Nos pronostics sont mis à mal. On a beau avoir des indicateurs, que ce soit des Karnofsky, des OMS, des PINI, des albuminémies, des Minimal-Stell de Feinstein, des scores HAD, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais ce sont simplement des indicateurs, des éclairages, jamais des instruments de mesure du temps qui restent à vivre, et encore moins du sens de ce temps qui reste à vivre. Alors, si c'est très long, on peut peut-être parler de survie, quelque chose qui nous est donné en plus de ce qu'on a prévu justement dans nos pronostics. Et cette survie, elle n'est pas forcément source de joie, ça peut être source de joie, mais ça peut être source aussi d'épuisement, d'incompréhension, de conflit, de réconciliation, de paix. Et ça, donc, pour chacun des acteurs de ce qu'on peut appeler un drame, un événement, et non pas un simple fait. Alors, vouloir tenter, ça a été dit ce matin aussi, de maîtriser ce temps, nous conduirait tout droit aux dérives, on le sait bien, aux tentations d'euthanasie, pour ne pas dire aux euthanasies tout court, aux sédations excessives, on en a parlé. Donc, faire de la fin de vie, non pas un fait, mais bien un événement à construire, non pas être de la maîtrise, mais peut-être de la surprise. Nous, on parle même de traîtrise, et après, je parlerai même de déprise. Enfin, on peut jouer sur le mot tant qu'on veut, mais ça éclaire aussi quand même. Alors vous le savez bien, 9 femmes ensemble ne font pas un bébé en un mois. Non, il faut prendre son temps, et puis finalement prendre le temps nécessaire, ce n'est pas perdre son temps. Ceci étant, on a toujours l'impression que le temps, ou il est trop court, ou il est trop long, et donc il faut apprendre à l'apprivoiser. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des décalages terribles entre ce que vivent les patients, ce que vivent les familles, ce que vivent les soignants. Le temps n'est visiblement pas le même pour chacun. Et en réalité, c'est pour le malade souvent que c'est le plus clair et le plus facile. C'est les autres qui ont des problèmes surtout. On dit il a un pied dans la tombe. Il est entre la vie et la mort. Je sais pas, moi je connais que les vivants et les morts. Tant que je suis vivant, je ne suis pas mort. Quand je suis mort, je ne suis plus vivant. Mais faire une catégorie comme ça entre les deux, qui seraient des mourants, ça nous gêne beaucoup. Moi, j'aime pas du tout. Non, on est vivant, même s'il nous reste un jour, une minute, une seconde, ça peut être une seconde de vie. Bon, c'est facile de le dire comme ça, un peu en provoque. Il va falloir effectivement voir comment faire pour que ce soit vraiment un temps de vie, et pas subi. Jacques Rigaud le dit quand même plus élégamment, il dit « Ne jamais expatrier du monde des vivants celui qui achève son existence ». Alors ces décalages dont je vous parlais, effectivement, par exemple les familles, les soignants vont souvent concentrer beaucoup de leur attention sur le somatique, alors que les malades en fin de vie, ça fait longtemps qu'ils ont compris que leur corps les avait lâchés. Et souvent, ils compensent quelque part par ce que j'appellerais un supplément d'âme et d'esprit. Ainsi, donc nos pronostics se déjouent beaucoup, et quand les soignants parlent dyspnée, fréquence respiratoire, encombrement, douleur, prévention d'escarres, quand les familles redoutent la cachexie, il ne va quand même pas mourir de faim. Vous avez déjà vu en France quelqu'un mourir de faim? Bon, c'est quand même assez rare. Les malades, eux, ils parlent de quoi? Amour, famille, spiritualité. Il y a franchement un gros décalage. Et ça, c'est pas une vue d'esprit ou des choses comme ça. Il y a des études très précises. Ça a été présenté notamment au congrès de l'IAPC à La Haye en 2003. Borazio avec une équipe qui travaille sur la SLA, d'ailleurs on aura un exposé après, montrer justement dans le cadre de la SLA que les malades étaient en décalage complet. C'est eux qui parlaient amour, famille, spiritualité. C'est ça qui les intéressait. C'était pas du tout leur perte de poids, leur pronostic, etc. Bien. Donc ces décalages de perception ne concernent pas seulement que la durée du temps, mais je dirais surtout l'intérêt de ce temps. Alors on va faire un petit coucou suisse, là, donc Gilbert Zulian, Genève, donc lui dit, quant à la durée acceptable de fin de vie,
elle reste une énigme absolue, ne serait-ce que parce que le début de cette fin ne peut être déterminé avec précision. Chaque parcours est singulier, et c'est pourquoi la longueur du temps ne devrait pas avoir plus d'importance que l'espace au cours duquel un projet peut être réalisé. On y reviendra, ça a été dit ce matin, ça sera redit au travers de Cécile Boly, etc. Cet espace qu'il faut habiter, s'offrir. Gilles Voyer, donc dans un bouquin qui s'appelle « La mort à son heure », dit « Accepter la mort, non pas au moment qui nous convient, famille, soignants, etc., mais au moment qui respecte la mort elle-même. » Alors on est dans une société effectivement du paraître, de la performance, etc. Et donc la fin de vie, c'est déjà pas marrant, la fin de vie d'une personne âgée c'est pire, la fin de vie d'une personne âgée démente, bretonne, etc. On l'a vu, c'est catastrophique. Hein. Bon, et tout ça c'est, pourquoi ? Parce que c'est assimilé à il a perdu ci, il a perdu ça, c'est une catastrophe, c'est une dégradation, c'est une involution, c'est une déchéance. Tout le vocabulaire est terrible, hein, vraiment purement négatif. Et puis de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens ? On ne peut même plus communiquer avec eux, parce qu'on se limite à la communication verbale, qu'on n'ose pas se mouiller un petit peu avec les fonctions sensorielles, qu'on n'ose pas descendre dans les tripes, qu'on n'ose pas toucher, sentir, etc. Et que du coup, effectivement, on ne s'investit pas. Alors qu'en fait, il y a d'énormes possibilités. Et tous ces malades qui étaient en chemise fendue avec une sonde en haut, une sonde en bas, j'ai jamais compris pourquoi on ne mettait pas les sondes ensemble, comme ça on pouvait le faire le matin, repartir le soir, ça tournait tout seul. Hein, bon. Enfin bon, petit délire. Mais bon, voilà. Et bien, ces gens-là, vous mettez de la musique, des odeurs, vous passez non plus par le computer, hein, mais par les tripes, et puis vous vous rendez compte qu'ils ont des tonnes de potentialités. Ils dessinent, ils chantent, ils parlent, ils aiment, ils rient, etc. C'est très étonnant, alors qu'ils étaient dans un lit, à regarder le plafond. Hein. Donc on peut effectivement essayer de communiquer jusqu'au dernier souffle, hein, et c'est comme ça qu'on répond justement aux tentations d'euthanasie, puisqu'il n'y a rien à faire, qu'il y a il n'y a rien à comprendre. Là, effectivement, on se dit, bah, s'il n'y a effectivement rien à vivre, rien à comprendre, rien à partager, pourquoi pas que ça s'arrête, hein. Donc il faut effectivement faire attention à ça. Et puis, à l'inverse, alors c'est vrai qu'on est content d'avoir la loi Leonetti, comme nous rappelait Michel ce matin, mais on peut aussi la détourner, comme toujours dans les lois. Hein, et sous couvert de non-acharnement, la pauvre dame, il faut la laisser tranquille, 95 ans, etc. On peut aussi tomber dans le défaut de soins. Donc il ne faut pas s'acharner, mais il ne faut pas non plus tomber dans le défaut de soins, et on est toujours en train de jongler. On a effectivement dans notre société l'habitude de juger sur les apparences, et le brave monsieur en haut, forcément il va très bien, sauf qu'il est obligé de faire attention à ce que ses dentiers ne se décollent pas pendant qu'il sourit comme ça pour la pub du Tanacan, et qu'il doit gagner 1000 balles parce qu'il ne doit pas bien dans son confort budgétaire, etc. Alors que celui d'en dessous, oh ben lui, franchement, dans la situation où il est, il ferait mieux de passer l'arme à gauche. Mais qu'est-ce que vous savez de ce que vivent ces deux personnes ? D'ailleurs, si l'autre, il n'est pas mort en bas, c'est qu'il est vivant. Pourquoi il est vivant ? Parce qu'il n'est pas mort, je vous l'ai dit, ça n'existe pas les mourants. Alors s'il est vivant, pourquoi vous voulez qu'il soit mort ? Enfin bon, laissez-le lui prendre le temps qu'il faudra, et puis à un moment donné, rassurez-vous, on n'a pas vu encore d'éternité ici-bas, ils finissent tous par mourir un jour. Donc, effectivement, on est tous des êtres en devenir, en construction, et pas juste dans notre jeunesse, etc. Jusqu'au dernier souffle, on peut encore vivre, partager, apprendre, construire, etc. La vie, effectivement, est faite de coups de burin. Bon, c'est pas très marrant, les coups de burin, mais quand vous êtes une masse de pierres informes comme ça, et que vous en prenez plein la gueule pendant toute votre vie, mais si c'est pour devenir une petite statue merveilleuse comme ça vaut le coup. Hein. On a perdu beaucoup de masses de pierres dans cette épreuve, mais si on est devenu statue, ça vaut le coup. Donc perdre, c'est pas forcément négatif. Hein. Tout ce qui est difficile n'est pas négatif, c'est pas la même chose. Un exemple vécu tout récemment au service, il m'arrive de temps en temps de voir encore un malade, c'est ça, un chef de service, c'est terrible, on ne voit plus personne. Ce jour-là, j'étais content, je suis bien tombé. Alors, l'histoire de Charles. Il est en unité de soins palliatifs, il a 92 ans, et puis, en fait, bon, je le découvre, comme je ne suis pas souvent au service, effectivement, et c'est un peu étonnant, quoi, ce malade, il regarde le plafond, quoi. En unité de soins palliatifs, on n'aime pas trop ça. Hein. Donc, les yeux fermés, ou plutôt mi-clos, il ne parle plus, il n'échange plus, t'entends un petit clin d'œil, mais tout juste, alors qu'il avait vraiment des potentialités, mais dans tous les sens, hein, physique, psychologique, etc. Et puis nous, on aurait bien aimé exploiter ces potentialités pour qu'il ait son autonomie, les rênes en main. Ben oui, mais tout ça, c'est des concepts, et puis lui, on ne voulait pas, lui. Hein. Et donc, bon, ça nous gêne un peu. Sa fille, qui est infirmière en cardiologie, bon, ça ne simplifie pas les choses, vous en doutez bien, avait encore bien plus de mal que nous, hein, et elle ne comprenait pas du tout l'intérêt de se l'en mourir. Hein.
Bon, ça peut se comprendre. Et elle assimilait, selon mourir, en fait, un acharnement de notre part, et elle formulait, bien sûr, à demi-mot, une demande d'euthanasie. Mais le temps a fait son œuvre. On a la chance, en unité de soins palliatifs, d'avoir du personnel, d'avoir de la multiprofessionnalité. Je dis ça maintenant, je ne l'ai pas prévu, mais parce que j'y tiens absolument. Si vous n'avez rien à offrir, si vous n'avez pas d'ergothérapeute, de psychologue, de bénévole, de médecin, si vos locaux ne sont pas appropriés, alors vous aurez juste morphine, hypnovel, et ce n'est pas des soins palliatifs. Mais si vous pouvez offrir cette multiprofessionnalité en équipe, etc., du coup, vous pouvez vous occuper autant de la famille que du patient, et c'est ce qui a été fait là. Et le temps a finalement travaillé plus sur la fille que sur le malade, je dirais. Hein. Et donc, au travers de l'écoute, de l'accompagnement par tous les membres de l'équipe, hein, il y a eu donc vraiment pour nous un apaisement quand on a vu que cette fille, on n'avait rien dit du tout, est partie au fond de l'unité où il y a une salle polyvalente, où il se passe plein de choses et où il y a un piano, et elle a commencé à jouer au piano. Donc ça nous a beaucoup étonnés, ça nous a aussi fait plaisir. Et puis, comme je passais la visite 2 jours après, proposé à Jean-François, mon collègue, je lui ai dit, écoute, plutôt que pousser le chariot à visite, moi j'ai l'impression qu'il faudrait surtout qu'on pousse le piano dans la chambre de Charles, etc. C'est ce qu'on a fait, hein. Et puis sans rien dire et sans prévenir la famille. Et on a la chance dans notre unité d'avoir des très grandes chambres, hein, donc c'est très sympa, il y a de la place et tout. Et donc quand la fille est venue le soir, ben, elle est rentrée, puis il y avait un piano dans la chambre, etc. C'est sympa. Et du coup, elle a pu effectivement jouer encore de façon plus intime, communiquer. Et là, son père, c'est lui qui s'est donné le droit à ce moment-là de partir. Il avait juste besoin de sentir que sa fille était prête. Seulement, ça a mis beaucoup de temps. Ben, la valeur du temps, il est souvent là. C'est rarement pour le malade. C'est pas lui qu'on a besoin, à mon avis. La plupart du temps, c'est les autres qui en ont besoin, et la famille en particulier. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans ce temps qui paraît long. Donc, effectivement, toute vie est unique. On est des êtres en devenir, en construction. On essaie d'échapper à la simulation réciproque, au fatalisme, hein, on essaie de communiquer jusqu'au dernier souffle, et c'est comme ça qu'effectivement on répond à ces tentations d'euthanasie, de défaut de soins. Alors, il y a de très nombreuses techniques, je ne veux pas le passer en revue. Hein. Quand on passe du Mac au PC, des fois il y a des petits trucs qu'on ne voit pas trop bien, mais enfin ça se devine à peu près quand même. Il y en a une bonne trentaine qui sont décrites en gériatrie. Nous, au service, on utilise une bonne dizaine. L'idée, c'est pas d'apprendre, de faire, d'avoir... Non, élargissez simplement votre palette, faites-vous plaisir en même temps, ça va vous faire du bien de faire ça. Hein. Ça fait du bien au malade, mais ça vous fait du bien à vous aussi. Et donc on peut faire beaucoup de choses effectivement au travers des fonctions sensorielles. Et vous voyez qu'il y a des choses maintenant qui sont passées en France, hein, comme la sophologie, l'hypnose, il y a 10-15 ans c'était moins évident. Il y a d'autres choses qui passent moins bien. Hein. J'ai vu que vous avez une journée bientôt sur aromathérapie, etc. Ça passe bien en Allemagne ou ça. En France, ça fait encore un peu secte. Hein. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, hein. Et puis alors si on parle méditation, prière, spiritualité, ça passe bien au Canada, en Angleterre, en France un peu moins bien aussi. Mais c'est toutes des choses qui ont été prouvées. La méditation peut être une manière tout à fait de prendre soin des patients, même de baisser tout bêtement la douleur physique. Pardon. Toutes ces approches non médicamenteuses ont pas mal d'intérêt. Pour les malades, évidemment, non seulement ça va pouvoir souvent permettre de baisser un petit peu de la iatrogénie, c'est-à-dire baisser un peu les médicaments, baisser les effets secondaires, etc. Ça ramène du confort, ça vous donne aussi un temps à passer avec eux, à vous mettre en empathie, etc. C'est important pour les soignants, parce que je pense que les soignants, vous l'avez dit aussi, il n'y a pas que le burn-out, il y a aussi le plaisir de soigner. Et le plaisir de soigner, ça existe, et il faut se l'offrir. Et du coup, avec toutes ces techniques, le soignant a un travail beaucoup plus intéressant, un travail d'équipe. Il prend soin de l'autre, mais il prend soin de lui aussi. Et puis les familles, souvent chez ces personnes âgées, démentes, grabataires, non communicantes, etc., bon, elles sont très heureuses quand on les touche, qu'on les regarde, qu'on vit encore quelque chose avec eux, qu'on est avec eux, etc. Et ça rassure souvent aussi les familles. Alors pas seulement dans les unités de soins palliatifs, c'est surtout ailleurs que c'est intéressant. Quand vous allez en neurologie ou en gériatrie, où il y a peu ou moins de personnel, et que du coup avec une équipe mobile, ou ça, vous pouvez offrir ce genre de choses, ben, ça donne beaucoup de baume au cœur à l'équipe, aux malades, mais aussi à la famille. On peut, si on a les moyens, hein, c'est la même chose, mais on peut essayer aussi d'offrir ces techniques non seulement aux soignants, non seulement aux malades, mais aussi aux familles. Et de plus en plus, on fait des thérapies familiales. Hein. Donc, en termes d'art-thérapie, de musicothérapie, on intègre souvent la famille. Voilà, donc des réponses concrètes pour habiter justement ce lent mourir, hein, et donc faire en sorte effectivement que tout le monde puisse y participer. Alors, il ne faut pas pour autant tomber dans l'activisme. Hein, c'est pas parce que je vous ai présenté une trentaine de palettes qu'il faut, non, il faut que les gens puissent respirer un petit peu, il faut les lâcher un petit peu. Hein, il faut leur laisser leur intimité. Il ne faut pas tomber dans l'acharnement relationnel.
Sinon, ils ne peuvent même plus souffler, ils ne peuvent plus expirer, du coup, dans tous les sens du terme. Bien, donc, il faut faire attention. Tous les excès sont mauvais, dans un sens comme dans l'autre. Donc, ces entretiens, on ne les réserve pas non plus, par exemple, à la psychologue. C'est tout le monde qui y participe, les soignants, les bénévoles, etc. Et ça va être plus spécifiquement la psychologue, dans des choses plus complexes, peut-être, mais voilà. Donc, on peut offrir donc l'hypnose, la sophrologie, l'art-thérapie, etc., etc., etc. La liste est un peu sans fin. David Olivière, donc, qui travaille au Saint-Christopher et qui travaille beaucoup sur le thème des familles, dit qu'il faut offrir aux familles l'expérience de l'hospitalité, de la transformation et de la résilience. Et je pense qu'en France, on est encore un petit peu en retard là-dessus. On ne travaille pas encore assez. Il y a peut-être plus de choses à faire sur la famille que sur le malade, entre guillemets. On va dire autant. Bon. Voilà. Mais comme je vous le disais, ne pas tomber dans l'activisme ou l'acharnement relationnel, ça c'est catastrophique. Alors, pour faire aussi ces choses-là, il ne faut pas oublier ce corps. Il nous a été rappelé ce matin que le nursing, c'est important. Oui, c'est important. Et comment voulez-vous parler spiritualité, hypnose, sophro, je ne sais quoi, avec un malade qui est tordu de douleur et qui vomit toute la journée. Donc il est évident qu'on doit être aussi compétent pour calmer ce corps et permettre justement de solliciter à ce moment-là l'âme et l'esprit. Donc traiter la douleur, tout ça, c'est évident, bien sûr, tous les symptômes, c'est évident. C'est évident, sauf que ce n'est pas toujours fait. Donc on voit encore des vies donc jugées trop longues, mais on comprend très bien pourquoi. Parce que quand les malades ne sont pas soulagés effectivement de leur douleur, quand ça sent mauvais, quand il y a des symptômes neuropsychiques pas jugulés, quand il y a un manque de décision, un manque de discussion en équipe, etc., tout ça, effectivement, provoque un mal-être, et c'est encore fréquent, malheureusement. Et ça donne envie que ça s'arrête. Et ça donne ce sentiment que c'est trop long, justement, parce que ça ne se passe pas bien, tout simplement. Le problème de l'hydratation et de l'alimentation en fin de vie est souvent au cœur du problème chez les personnes âgées en fin de vie. Et donc ça aussi, c'est évident de dire ça, mais est-ce que c'est fait ? Ça doit absolument être discuté en équipe avec des outils, une équipe pluridisciplinaire, donc des décisions qui sont éclairées et partagées. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Et des études récentes, c'est Sylvie Lefebvre-Shapiro qui a publié en 2010, il n'y a pas longtemps, un article là-dessus, montre que c'est très loin d'être le cas, surtout chez la personne âgée, et encore qui plus est chez la personne âgée démente. René Sebag-Lanoé, qui a déjà été cité, dit, par rapport justement à ce malaise que peuvent avoir les soignants par rapport au sujet âgé dément, il existe encore souvent un profond mépris autour des déments, surtout en phase avancée. Ce mépris trouve son origine dans l'ignorance de la peur, et la peur, sorte de mise à distance défensive, agissant tant dans le public que chez les soignants. Alors dans le service, Florine Rosati, qui est à la retraite maintenant, mais enfin elle a bien travaillé, elle a mérité, on a créé le service ensemble, etc. Et elle a fait à un moment donné donc, son mémoire de cadre sur un sujet, sur justement la réticence qu'avaient les freins à l'utilisation des outils d'évaluation de la douleur. Et elle n'est arrivée, en travaillant avec un sociologue, à la notion justement de seuil de tolérance à la douleur. Et ce seuil de tolérance à la douleur, ça veut dire que les soignants, il leur faut un certain degré de douleur pour oser y aller vraiment. Il va dépendre de beaucoup de choses, et entre autres de la crédibilité du malade, je l'ai dit. Il y a effectivement un mépris, une incrédibilité, une discrimination. Là, je me suis rendu compte, en regardant un peu ce qui se passait dans les services, que par rapport à la douleur, et là, je ne fais pas une comparaison par rapport à l'adulte jeune qui a toute sa tête au sujet âgé, je fais une comparaison entre les personnes âgées en fin de vie, les personnes âgées en fin de vie et démentes. Je m'excuse, il y a un petit... c'est pas passé là avec le changement de... Enfin, voilà. Donc, le dernier, c'est personnes âgées démentes. Vous voyez que pour la prévalence de la douleur, par exemple, personnes âgées, 2 croix, personnes âgées en fin de vie, 3 croix, personnes âgées démentes en fin de vie, 4 croix. Sylvie Lefebvre-Shapiro dit que 100% des malades âgés déments sont douloureux. Ça va loin, mais c'est une étude pourtant qui a démontré dans un service compétent. L'évaluation des outils de la douleur, il y a des petits décalages, mais on devine quand même. Chez la personne âgée, maintenant, ça commence à être à peu près systématique et c'est assez utilisé. Quand la personne âgée devient en fin de vie, on l'utilise moins. Et chez la personne âgée démente en fin de vie, on estime qu'il n'y a plus besoin d'outils, finalement, et puis voilà. Les contentions, c'est l'inverse, elles augmentent de plus en plus. La prévention des soins, elle diminue de plus en plus. La morphine n'est pas encore suffisamment utilisée chez la personne âgée, encore moins chez la personne âgée en fin de vie, et encore moins chez la personne âgée en fin de vie et démente.
Les psychotropes, c'est l'inverse. Hein. Chez la personne âgée, on en donne encore de trop. Chez la personne âgée en fin de vie, beaucoup trop. Et chez la personne âgée démente en fin de vie, beaucoup, beaucoup trop. Et enfin, les directives anticipées, les personnes âgées démentes en fin de vie n'en bénéficient quasiment jamais. Pourtant, quand on regarde par rapport justement aux personnes âgées et par rapport à la démence, vous voyez que 100 000 patients, il manque un S, âgés déments, décèdent chaque année. 90% sont totalement dépendants, 100% sont douloureux. C'est quand même des chiffres impressionnants. Hein. Le risque de décès est multiplié par 2 par rapport aux personnes âgées non démentes. Et vous voyez que la fameuse loi Nonetti, c'est bien de la voir, mais il faut la connaître et l'appliquer. Et dans cette population-là, elle est appliquée dans 10% des cas. Ça veut dire que dans 90% des cas, on n'en a rien à foutre. Enfin, c'est même pas ça, parce qu'on n'y pense même pas, ou je sais pas, enfin, bon, on sait, probablement qu'on sait tout. Et donc, s'il y a bien une population qui a besoin d'une décision collégiale, c'est bien celle-là. Hein. Et bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, très peu de personnes âgées démentes bénéficient d'une prise en charge palliative spécialisée. Là, il y a un gros travail à faire. Alors, quelques pistes pour que ces fins de vie paraissent moins longues, moins difficiles. Il faudrait systématiser les réunions d'équipes multiprofessionnelles, utiliser des outils d'évaluation, pas seulement de la douleur, aussi d'aide à la décision éthique, enfin, on a vu, il y en a des tonnes d'outils. Utiliser des outils, je l'ai dit en dessous, je savais plus. C'est la première fois que je le présente, ce truc. Hein. Utiliser des outils d'aide à la décision, privilégier les décisions collégiales, ça c'est primordial. Moi je crois qu'on devrait toujours le faire. Patient, qu'il soit dément ou pas, je pense que la décision collégiale c'est toujours la meilleure. Hein. Même chez un sujet jeune, ça devrait être une décision collégiale. Organiser le soutien des soignants, pas juste dire qu'on en fait, mais le faire. Hein. Et puis ça aussi, organiser le soutien des familles. Donc il y a du travail. Si tout ça est fait, ou à peu près bien fait, c'est comme les demandes d'euthanasie, ça fond au soleil. Hein. Et là, c'est la même chose. Les gens ne trouvent plus après que c'est trop long quand c'est bien vivant. Alors Cécile Boly, je vous le disais, par rapport, là aussi, on ne s'est pas concerté entre orateurs, mais on a tous parlé de spiritualité. Et donc là, je m'aide de Cécile Boly, donc collègue belge, qu'on aime bien, et qui en parle aussi. Donc prendre soin corps, âme et esprit implique des compétences, bien sûr, techniques, psychologiques, éthiques, sans oublier les besoins spirituels. Et donc, des petits extraits de ce qu'écrit Cécile Boly. La démarche spirituelle représente une possibilité de transformation, sachant que nous naissons inachevés et que nous avons à nous prendre en main pour devenir les humains que nous ne sommes pas encore. Le but n'est pas l'après-mort, mais notre profondeur d'être ici et maintenant. Cet espace, vous voyez, ce n'est pas une histoire de temps, c'est une histoire d'espace essentiellement. Cet espace a besoin de croiser l'axe du temps. Ce temps qui manque toujours aux soignants, à moins que ce ne soient les soignants qui manquent au temps. Ne sommes-nous pas responsables de ce que nous faisons de notre temps? Cela montre une nouvelle fois que la meilleure manière de ne pas le perdre, c'est sans doute de le prendre. On passe la frontière, on va faire un petit tour chez Claudia, hein, notre copine, non pas à Genève, à Lausanne, et elle aussi nous dit quelque chose d'assez intéressant par rapport à ce temps. Dans la spiritualité en fin de vie, densifier autour du noyau dur de nos peurs, opinions, croyances, ballottés entre le passé et le futur, nous sommes rarement disponibles au moment présent. Dans le passé, on a existé. Dans le futur, on existera. Et où peut-on exister en fait? Seulement dans le présent. Ma capacité à offrir ma pleine attention au moment présent me redonne paix, vitalité, créativité. Je suis comme neuve. Et je reviens sur Cécile Boly qui écrit aussi dans un autre bouquin, elle donne un extrait, puis je mets beaucoup, ça se résume à peu de choses, mais c'est sympa cette idée. Donc elle cite Arnaud Desjardins, dont le fils lui demande si c'est grave de ne pas avoir de démarche spirituelle, et il lui répond, est-ce grave pour la chenille de ne pas devenir papillon? Ça c'est pas mal pour les nuits d'insomnie, vous pouvez revenir dessus, c'est assez efficace. Éric Fiat, on parle toujours d'Éric Fiat, c'est normal, c'est un beau parleur, hein, mais c'est aussi un beau penseur. Mais il dit toujours des belles choses, et par rapport à ce temps, effectivement, et cet espace qu'il faut habiter, il dit, au chevet du mourant, il ne s'agit pas tant de faire quelque chose que d'être là, pas tant de dire que d'écouter. Ouvrir un vide de bonne qualité, hein, pas petit 1, petit 2, protocolat, etc. Non, c'est pas ça qu'on va vous donner, on vous donne du vide. Mais un vide de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce vide, les paroles du mourant vont se déployer. C'est une chambre d'écho à la meilleure acoustique possible, y compris pour que sa révolte et son angoisse s'expriment.
Donc, oser vivre ce qu'on a longtemps négligé dans notre vie d'adulte. Je sous-entends ici la spiritualité, d'adulte bien portant, et qui nous offre paradoxalement ce temps en fin de vie. C'est seulement quand ça va mal qu'on commence à y penser un petit peu. Pourquoi l'homme atteint-il sa plénitude que lorsque celle-ci est fortement menacée? Je pense qu'effectivement, un gâchis improbable, un mystère aussi sans doute. Donc le lent mourir peut devenir du coup une chance, un cadeau, pour corriger justement cette négligence qu'on a eue, cette incompétence. Alors les soins palliatifs n'ont pas réponse à tout, c'était bien dit ce matin. Et il faut justement accepter une part de mystère. C'est ce qui les différencie justement de l'euthanasie, où tout est carré, tout est réglé, tout de suite, pour toujours, dans une maîtrise parfaite. Cela la ramène, donc quand on fait comme ça, la mort du coup devient un fait, alors qu'effectivement, comme on l'a vu ce matin, en soins palliatifs, c'est une composition, cette fin de vie, un événement à inventer, à vivre. Et une fois de plus, c'est Rifiat qui nous rappelle que la pratique palliative doit se réconcilier avec le tragique et l'angoisse, se laisser habiter par le doute et l'inquiétude, sans que cela engendre insomnie et angoisse. Donc tout n'est pas rose en soins palliatifs, tout n'est pas réglé, et tant mieux. Ça nous permet justement d'inventer sa fin de vie, de la vivre, sans nier tout à fait son côté tragique. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup aussi. Francine Carillot, qui était en fait pasteur à Genève, et qui dit « Seuls ceux qui ont depuis longtemps commencé le long travail de la déprise de soi, qui est la remise du moi à plus grand que soi, peuvent approcher en amant pacifié ce temps où la mort jardinera leur corps pour faire de la lumière avec ce qui est poussière. » Donc, maîtrise, traîtrise, déprise, pour les prochaines nuits d'insomnie aussi. Voilà. Et moi, ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de crier ça très fort, mais j'aimerais bien le crier à ceux qui vont me soigner quand je serai dans un lit. J'espère que personne n'osera attenter à mon sablier, celui qui m'a été réservé, effectivement, pour ma maturation. Alors du coup, l'important, c'est pas forcément d'avoir forcément quelque chose à croquer. Il y a un temps aussi pour croquer, mais il faut aussi craquer à un moment donné. Passer de la maîtrise à la traîtrise, du fait à l'événement. Lâcher prise, se laisser façonner, porter, achever. Arrêtez de penser que tout ce qui est difficile est négatif. Ça, je tiens beaucoup à cette idée-là, parce que ça m'énerve de voir toujours que toutes les pertes sont négatives. C'est pas vrai. C'est difficile, mais ça vaut le coup. Donc ce qui est difficile n'est pas négatif. C'est difficile. Arrêtez aussi de faire taire toute plainte. Osez la faire parler. Une plainte, ça veut dire aussi quelque chose. Aujourd'hui, mais tout le monde c'est sous morphine hypnobel. Dès que tu clignes un œil, pouf, il souffre, il va pas bien. Faut arrêter. Voilà. Il faut aussi arrêter à un moment donné pour maîtriser le temps. Donc j'arrive, encore quelques diapos, c'est bon. Parfait. Enfin, c'est bon. Très bien. C'est fini, on va dire. Donc s'il faut savoir effectivement prendre son temps, il faut effectivement aussi savoir conclure. Et donc il y a un temps pour faire, là je reprends un petit peu l'Ecclésiaste, il y a un temps pour être, un temps pour croquer et un temps pour craquer, un temps pour maîtriser, un temps pour lâcher prise, un temps pour mettre en œuvre et un temps pour achever. Et ce temps donc si long, c'est aussi celui qu'il nous faut pour passer donc de la demande d'euthanasie à l'accompagnement, des conflits aux réconciliations, de l'angoisse à moins d'angoisse, parce qu'il y en a toujours un petit peu quand même. Et ce temps-là, il ne se compte pas en jours, il ne se compte pas en euros, et il ne prend son sens que lorsqu'on ne compte plus justement, qu'on l'accueille tel quel, ici, maintenant, sans se préoccuper pour combien de temps. Alors si on regarde effectivement, comme je dis, la personne âgée en fin de vie avec son cerveau, je dirais, on va voir effectivement que perte, déchéance, dégradation, non-sens et j'en passe. Si on change un peu notre regard, sympa cette photo, si on regarde un peu avec notre cœur, notre âme, notre esprit, on va y trouver bien d'autres choses. La chaleur du soleil couchant, la force de l'humanité, le sens du prendre soin.
Mais moi, j'aime bien rappeler aussi que quand on met ses lunettes, il faut aussi se rappeler, ça vaut le coup de mettre des lunettes à double foyer. Je veux dire par là que quand on ne regarde que le malade, on passe à côté de plein de choses. Au-delà du malade, il y a des soignants, une famille, une société, etc. Et souvent, je trouve, moi, souvent la réponse de ce lent mourir dans le fait qu'il a fallu pour la famille beaucoup de temps pour lâcher prise, comme je vous montrais tout à l'heure. Et c'est en fait ça qui est important. Dans la signification de ce temps, il est long pour le malade, mais ce n'est pas pour lui que c'est le plus long la plupart du temps. C'est pour ceux qui sont autour. Et c'est là que ça peut prendre du sens et qu'on peut jouer sur les mots. Tant de temps, tant de vie, tant de vie. Alors pour conclure, donc je disais au début, on écoutait un tout petit peu Linda Lemay qui chantait, donc, et elle disait que cette centenaire ne comprenait pas ce que faisait la mort, qu'il ne venait pas la chercher. Ben, c'est David Olivière qui aime bien prendre cette chanson quand il vient en France, etc., de Michel Fugain, vieille chanson, qui lui dit dans cette chanson qu'au contraire, avec 100 ans, c'est vraiment trop court, même avec 100 ans, j'y arriverai pas. Voilà, alors pour terminer, moi je vous propose non pas d'écouter les chansons, parce que ça c'est un peu passif, mais je vous propose qu'on chante ensemble, ça va être plus sympa. Voilà, donc on va se laisser entraîner, et puis je vous propose de prendre un petit moment de plaisir, et puis on va chanter ensemble, ça va être sympa. Alors je ne vais pas jouer l'artiste, je vais me mettre sur le côté aussi. Pour aimer, donne-moi d'aimer, quand on t'aime vraiment. En 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps.